Alors précédemment, on a vu que les mycètes pouvaient se nourrir de substrats morts, mais ils peuvent tout aussi bien se nourrir de substrats vivants. Donc dans ces cas-là, on parle de biotrophie, c'est se nourrir à partir de la vie, d'éléments vivants. Et lors de cette association étroite nutritive, il peut y avoir du mutualisme, cela profite aussi bien aux mycètes qu'à l'hôte avec lequel il est en association étroite, ou de parasitisme, auquel cas ça ne profite qu'aux mycètes, et c'est au détriment de son hôte. Donc pour bien savoir s'il s'agit de biotrophie ou de nécrotrophie, il faut savoir si au moment de se nourrir, l'organisme est toujours vivant, c'est de la biotrophie, ou si l'organisme vient d'être tué, et à ce moment-là, c'est de la nécrotrophie. Donc ici, pour que ce soit de la biotrophie, il faut que les cellules ne soient pas tuées, donc elles ne soient pas détruites. Donc là, on n'est pas dans le cas classique des eumycètes, mais bien plus souvent chez les oomycètes, qui sont très nombreux à être des parasites, et qui se nourrissent au détriment de leur hôte, sans pour autant tuer leur hôte. Donc là-dedans, il y a la grande famille des mildiou. Alors mildiou, c'est pas un nom de genre, hein. Pour ça, j'aurais pas dû mettre une majuscule, mais au contraire, une minuscule. Il y a divers mildiou. Tiens, je vois même qu'il a perdu son L. Et son vrai nom latin, c'est Plasmopara viticola. Donc c'est ce que vous voyez ici sous forme de petites taches blanches. Ces taches blanches, c'est le mycélium qui est sur la face inférieure de la vigne. La vigne ne meurt pas, c'est juste que son rendement est un petit peu plus bas, mais elle ne meurt pas, donc on est bien sûr de la biotrophie. Alors si on fait une coupe à travers cette feuille, on s'aperçoit que les filaments mycéliens rentrent par les stomates. Donc c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des jours humides pour ce parasitisme, parce que du coup les stomates seront ouverts et le mycète pourra croître à travers les stomates. Et ensuite, en microscopie électronique à transmission, on a ce genre d'image. Donc vous avez en jaune le mycète et en bleu la cellule végétale qui est paralysée, qui est parasitée. Donc le mycète en jaune, il a sa propre paroi à base de chitine. Et ici, c'est un oomycète, donc vous ferez bien attention à ne pas dessiner de cloison, puisque les filaments mycéliens d'un oomycète sont sous forme de siphon et non de filaments cloisonnés. Donc on retrouve de très nombreux noyaux dans le même espace cellulaire. Ce qui est particulier, c'est qu'il y a eu digestion de la paroi pectocellulosique de la cellule végétale, ce qui fait que le filament mycélien a pu grandir en repoussant la cellule végétale, mais sans la tuer. Donc c'est très important de dessiner correctement la membrane plasmique. La membrane plasmique n'est pas atteinte, parce que si la membrane plasmique est endommagée, à ce moment-là, tout le contenu cellulaire se vide, et évidemment, cette cellule meurt. Et nous sommes dans de la nécrotrophie. Comme nous sommes dans de la biotrophie, cette cellule est vivante, simplement sa membrane est repoussée et il y a une sorte de protubérance qu'on appelle un sussoir ou de façon un peu plus latin, un ostorium. H-A-U-S-T-O-R-I-E-M. Ostorium, ça veut dire sussoir. Donc dans ce système de sussoir, il y a des transporteurs, en particulier des transporteurs actifs secondaires à base de protons, qui permettent de détourner tout ce qui sort des cellules. Or, ce sont des cellules photosynthétiques, autotrophes, aussi bien pour le carbone que pour l'azote, puisqu'elles peuvent réduire l'azote. Donc elles produisent des sucres et elles produisent de l'azote, et habituellement, grâce à leur système de transporteurs, ces éléments quittent la cellule et puis sont ensuite réimportés à l'intérieur du phloème, via les systèmes que nous avons décrits dans un autre cours. Et bien ici, lors de cette sortie des cellules, les transporteurs actifs du mycète récupèrent aussi bien les sucres que les acides aminés et les absorbent. Donc on retrouve le système d'absorbotrophie, et ici il absorbe à partir de tout ce qui suinte de la cellule végétale, ce qu'elle exporte naturellement dans le fonctionnement habituel de cette plante. Mais ici, au lieu que ça arrive jusqu'au phloème, c'est détourné par le mycète. Ce qui va évidemment diminuer les rendements de cette vigne, puisqu'il y a beaucoup moins de sucre qui arrive aux organes puits, en particulier aux fleurs et ensuite aux fruits. Donc il y aura beaucoup moins de fruits qui vont pouvoir arriver à maturité. Donc c'est pour ça que les vignerons sont très inquiets du mildiou.
Et si vous avez été observateur, vous avez dû remarquer qu'il y a très souvent, juste à l'avant des pieds de vigne, des pieds de rosier. Et souvent des variétés anciennes de rosier. Est-ce qu'à partir de tout ce qu'on vient de dire, vous pouvez imaginer, ou peut-être que vous le savez déjà, pourquoi est-ce qu'on place systématiquement des rosiers, sachant bien évidemment que ce n'est pas du tout pour la décoration ni pour les sites touristiques, hein, même si on est sur la route des vins, les rosiers ne sont pas là pour faire joli. Vous pouvez mettre en pause et essayer de réfléchir. Alors peut-être que certains d'entre vous le savent, on met des variétés de rosiers anciens, surtout pas des variétés modernes, parce que ces variétés anciennes sont très sensibles au mildiou, et en fait elles sont plus sensibles au mildiou que la vigne elle-même. Donc le mildiou, qui n'est pas très spécifique, commence par attaquer les rosiers avant d'attaquer la vigne. Donc ce que fait régulièrement le viticulteur, c'est qu'il retourne les feuilles des rosiers, et s'il voit qu'il y a un début d'attaque par le mildiou, à ce moment-là, il peut traiter ses vignes, sachant que les traitements sont seulement des traitements préventifs. Si on ne le fait pas avant que le mildiou ne soit rentré dans la vigne, ça ne sert plus à rien. Donc c'est pour ça qu'il est très important de repérer le moment où on sait que le mildiou éclore, les spores germent et commencent à se développer, et c'est pour ça qu'on a besoin d'une plante encore plus favorable pour la culture du mildiou, si on peut dire, que les vignes elles-mêmes. Donc ça, c'était du parasitisme. Mais il ne faut pas voir les champignons que sous l'angle du parasitisme. Il peut y avoir aussi du mutualisme. C'est-à-dire que là, ça profite aux deux partenaires. Chaque partenaire se nourrit de l'autre. Donc ici, on est entre deux espèces. Hein. Il faut qu'il y ait un bénéfice réciproque pour que vous puissiez parler de mutualisme, et ce mutualisme, il peut être obligatoire ou pas, il peut être avec une association très étroite entre les partenaires qui vivent ensemble. À ce moment-là, on parle de symbiose. Symbiose, ça veut dire que les tissus d'une espèce sont au contact des tissus de l'autre espèce. Et très souvent, cela résulte d'une longue évolution qui fait que cette relation est plus ou moins obligatoire, au moins pour un des deux partenaires. Donc symbiose, ça veut simplement dire ce que veut dire le mot quand vous le décomposez, vivre ensemble, une association étroite, durable entre deux espèces. Et quand on dit étroite, c'est vraiment au contact cellule-cellule. La coopération est bénéfique aux deux partenaires, mais les deux partenaires vivent séparément l'un de l'autre. Et ici, nous avons un exemple de coopération. Vous avez bien sûr largement des exemples de symbiose avec la mycorhize, mais du coup nous allons avoir autre chose, nous avons un exemple de coopération. Donc nous sommes en Amérique du Sud avec une race de fourmis qu'on appelle les fourmis Atta. Et ces fourmis sont des fourmis éleveuses de champignons, puisqu'en fait elles vont dans la forêt tropicale, elles découpent des morceaux de feuilles qu'elles ramènent ensuite dans leur fourmilière. Et ces morceaux de feuilles découpés sont un excellent substrat pour le mycète. Et le mycète se développe à partir des feuilles qu'il décompose. Donc le mycète est alimenté en nourriture, mais en plus la fourmilière est un milieu humide, ce qui est particulièrement favorable pour le mycète, et ventilé, ce qui renouvelle ses apports en oxygène. En plus, les fourmis font leur excrément là où elles apportent des feuilles, ce qui fournit un apport d'azote particulièrement favorable pour le mycète, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'azote dans les feuilles. Et donc, on a énormément d'avantages pour ce mycète. On sait maintenant qu'en plus, ce mutualisme n'est pas un mutualisme à deux partenaires, mais à trois partenaires, parce qu'en fait, dans la décomposition des végétaux, il y a aussi des bactéries qui en profitent, en plus de ce mycète, et les bactéries sont favorables au mycète, parce qu'elles produisent une substance antifongique, mais qui n'agit pas sur le mycète qui nous intéresse, hein, c'est bien du mutualisme, mais qui agit contre un autre mycète qui est pathogène pour les fourmis et qui serait en compétition avec le mycète décomposeur de feuilles. Donc en fait, là, je vous le présente comme un mutualisme à deux partenaires, mais en réalité, c'est un mutualisme à trois partenaires. Donc là, on voit en quoi c'est favorable pour le mycète. Mais est-ce favorable pour la fourmi? C'est très favorable pour la fourmi parce que les fourmis n'ont pas de cellulase. Donc elles ne sont pas capables de digérer directement la cellulose. Elles, ce qu'elles font, c'est que le mycète développe des zones qui sont un petit peu renflées et
les fourmis mangent une partie du mycète. Mais cela ne nuit pas au développement du mycélium, ça empêche simplement que le mycélium remplisse tout l'espace de la fourmilière et finalement ne puisse plus lui-même se développer par manque d'oxygène. Donc on a finalement simplement un contrôle de la prolifération du mycète par les fourmis qui se nourrissent de ce mycète. Donc là on a une nourriture réciproque, la fourmi alimente le mycète et une partie du mycélium, un fragment seulement de la population de lymphes produite par le mycélium est consommé à son tour par les fourmis. Il y a du parasitisme qui peut aussi exister. Donc pour qu'il y ait du parasitisme, pas du parasitisme nécrotrophe, hein, que nous avons vu, là nous sommes sur du biotrophe. Donc un parasitisme, ça profite seulement à un des partenaires, donc qui se nourrit puisque nous sommes dans une relation ici nutritive, mais ça pourrait être un abri, ça pourrait être une reproduction, et c'est systématiquement aux dépens de l'hôte. Donc beaucoup de parasitismes sont souvent des parasitismes qui ne sont pas biotrophes, pour lesquels il y a destruction cellulaire, et ça se voit parce qu'il y a des taches. Donc au sens strict, si on veut vraiment regarder le parasitisme en toute rigueur, il n'est pas biotrophe parce que le mycète tue la cellule juste avant de la consommer. Donc si on prend le cas de la tavelure du pommier, la tavelure du pommier c'est un champignon, un eumycète, qui cause des taches noires et brunes. Donc ces taches noires et brunes, c'est le signe que les cellules sont mortes, c'est quand les vacuoles éclatent. Les vacuoles sont riches en polyphénol mais sous forme soluble, sous forme de monomère, et par le changement de pH dû à l'éclatement de la vacuole, ça se met à polymériser, ça prend cette forme caractéristique marron. Donc là, le champignon tue la cellule et s'en nourrit immédiatement. Hein, donc on est vraiment à la frontière entre de la biotrophie et de la nécrotrophie. La nécrotrophie, vous avez vu qu'il tuait carrément tout l'organe. Puis une fois que tout l'organe était mort, il s'en nourrissait en grandissant progressivement dans ses organes. Ça c'est de la vraie nécrotrophie. La vraie biotrophie, c'est le parasite se développe à l'intérieur des tissus vivants de la plante et ne tue jamais la plante. Et puis là, on est à la frontière entre les deux, où le mycète ne tue pas toute la plante, mais il tue la cellule juste avant de la manger. Et il ne tue pas tout son hôte. Il profite simplement de quelques cellules sur son hôte et se nourrit simplement de quelques cellules. Mais pour l'être humain, c'est un drame. Parce que pour l'être humain, bien que le prélèvement en quantité de cellules soit relativement faible, eh bien la qualité des fruits, elle, chute radicalement, en dehors bien sûr d'être pas appétissante et donc non commercialisable. Il y a des mycètes qui produisent des toxines, ce qui fait que même dans les parties qui ont l'air appétissantes, là qui ne sont pas touchées, il peut y avoir du mycélium et il peut y avoir des toxines, donc on ne commercialise pas ce type de fruits. Ce qui fait que cela nécessite des traitements fongicides avant que le mycète ne rentre à l'intérieur des fruits. Et pour les variétés très sensibles à la tavelure, donc c'est le cas par exemple des golden, cela demande 7 à 12 traitements fongicides par an, sachant qu'actuellement on est assez préoccupé avec les traitements fongicides parce que le problème c'est que un mycète est un eucaryote. Donc toutes les molécules qui sont des molécules fongicides sont des molécules qui agissent sur un eucaryote, donc potentiellement qui agissent sur nous-mêmes, qui sommes des eucaryotes. Et vous avez vu que c'est même pire que ça, ces eumycètes, ils sont juste à côté, c'est le groupe frère des métazoaires, donc nous avons énormément de molécules en commun, et même si on choisit les molécules de fongicides qui sont censées le moins interagir avec un métabolisme de mammifères, en fait un certain nombre d'entre elles sont suspectées d'être des perturbateurs endocriniens par exemple ou d'être des agents cancérogènes, et donc c'est vraiment un souci. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un travail d'amélioration des plantes, donc soit par sélection, soit par transgénèse, pour les rendre résistantes aux mycètes.